Je n'aurais jamais imaginé que les activités de photographe et de vidéaste qui faisaient ma passion provoqueraient la mort de mes meilleurs amis dans de terribles circonstances, et sèmeraient pour toujours le chaos dans les vies de leurs familles dévastées. Non, je n'aurais jamais cru qu'un jour, mon univers et ma vie entière basculeraient à cause d'un logiciel de montage vidéo. Oui, un putain de logiciel. Mais ne souriez pas trop vite, je vous en prie, et laissez-moi plutôt vous raconter en détail ce qui nous est arrivé il y a 7 ans bientôt. Cet été-là, on avait passé des vacances entre amis dans une ancienne cabane de chasse confortablement aménagée, située au beau milieu des bois et à proximité d'un étang poissonneux. En retrait, loin du monde, déconnecté dans tous les sens du terme. Pas d'internet, pas de réseau mobile, avec pour seule technologie ma caméra pour immortaliser nos instants simples de calme et de partage, et mon ordinateur portable pour les sauvegarder. Je passais mes journées à suivre mes amis partout et tout le temps, pour les filmer sous toutes les coutures. Ils étaient mes sujets de tournage favoris. Entre randonnées dans la forêt, parties de pêche et soirées barbecue, j'avais pris des quantités de photos et de vidéos. Et de retour à la civilisation après une semaine mémorable, j'étais impatient de m'attaquer au dérochage pour pouvoir ensuite me lancer pleinement dans la phase de montage. Et si j'étais aussi pressé de commencer à travailler, c'était parce que je m'étais procuré très récemment la dernière version pro du logiciel Gorgon Studio, une référence du genre à l'époque. Je n'avais pas encore eu le temps de l'utiliser avant mon départ en congé, mais avec toute cette matière audiovisuelle dont je disposais désormais, c'était l'occasion rêvée de donner libre cours à mon inventivité. Dès que je suis arrivé chez moi, j'ai déposé mes valises dans un coin et j'ai pris une douche express avant de m'installer à mon bureau devant ma station de travail. Je l'ai démarré, puis j'ai lancé le logiciel. Pendant qu'il chargeait, je regardais d'un air songeur le logo qui s'affichait ainsi que les animations de présentation et les noms des développeurs qui défilaient. J'avais un peu l'impression de me trouver dans une salle de cinéma, devant un film à grand spectacle, plus que prometteur. Un sourire que je n'avais aucune envie de réprimer brûlait mes joues, à en avoir presque des crampes. Je me sentais comme un gamin qui découvre son nouveau jouet un matin de Noël. Quand l'écran d'accueil et la table de montage se sont affichés à l'écran, je jubilais. J'ai raccordé mon ordinateur à ma station et, sans perdre une minute, j'ai trié et classé dans le chutier tous les plans sur lesquels on voyait mes amis. Et après 1 heure, j'ai commencé à les agencer sur la timeline selon l'ordre qui me semblait le plus approprié. C'était un vrai plaisir de travailler sur ce logiciel à la fluidité et l'intuitivité sans pareil. Un tas de fonctionnalités simples mais indispensables avaient été développées, l'ergonomie améliorée et l'interface intégralement repensée. En plus de sa rapidité de traitement, tout pointait vers un gain d'efficacité qui ne freinait en rien cependant l'élan créatif. Mon enthousiasme a néanmoins été entamé en quelques dizaines de minutes à peine, et mon excitation de gosse est redescendue brutalement d'un cran. Rien de grave bien sûr, mais j'ai senti soudain que mon projet me demanderait plus de temps que prévu. En fait, quelque chose clochait, mais je ne parvenais pas à trouver quoi. Quand je basculais en mode lecture, il y avait comme un saut presque imperceptible qui se produisait à certains moments, mais j'étais incapable de dire pourquoi. Était-ce une sorte de latence du système due à la ressource nécessaire à la réalisation du rendu ? Un problème de concordance de fréquence d'image entre mon rush et le fichier créé ? En zoomant à fond sur la timeline, j'ai fait défiler la vidéo image par image. Cela m'a pris pas mal de temps, je le reconnais, mais j'ai finalement réussi à identifier le problème. Des images, qui ne duraient qu'un 30e de seconde, s'étaient intégrées ici et là dans mon montage de façon aléatoire. Des images bizarres et un peu flippantes même. Elles représentaient mes amis, chacun filmé en gros plan et individuellement. Il y avait une sorte d'effet glitch de couleur rougeâtre et des parasites qui les déformaient, mais on distinguait tout de même à chaque fois leur visage et on parvenait formellement à les identifier. Des masses sombres remplaçaient leurs orbites et leurs traits étaient déformés par une expression qui ressemblait à de la terreur ou de la souffrance. On avait l'impression qu'une substance gluante recouvrait leur peau, une substance qu'on aurait facilement pu prendre pour du sang si on était amateur de films d'horreur et de gore. Je n'en croyais pas mes yeux. Comment ces images subliminales s'étaient générées dans mon montage, je n'en avais aucune idée. J'étais incapable de comprendre ou d'expliquer cette anomalie. Je me suis dit que peut-être les fichiers originaux étaient corrompus, alors j'ai vérifié chaque prise de vue, mais il n'y avait rien à signaler, elles étaient tout à fait normales. J'ai importé de nouveaux rushs et le phénomène s'est reproduit
à l'identique. J'ai donc tenté de supprimer les images parasites, une à une, mais elles réapparaissaient à chaque fois ailleurs, s'insérant aléatoirement dans le montage. Ce n'était pas un défaut d'affichage de mon moniteur, alors j'ai pensé naturellement que le logiciel présentait un petit bug. Pour ma première utilisation de Gorgon Studio, je peux dire que j'ai été servi. J'ai enregistré le travail en cours et fermé le fichier avant de redémarrer l'ordinateur. Un bon vieux reboot à l'ancienne. J'ai tout relancé et j'ai réimporté les fichiers originaux dans un nouveau dossier. Ça n'avait rien changé, mes images fantômes n'avaient pas disparu. À titre de comparaison, j'ai ouvert mon ancien logiciel de montage et importé une courte séquence de rush au hasard pour voir ce qui se produirait. J'ai vérifié plusieurs fois, minutieusement. Cette fois, il n'y avait rien. Ma timeline était nickel, fluide et tout à fait conforme à ce que j'avais filmé. Il n'y avait plus de doute. Cela provenait bien de Gorgon Studio. Je n'avais pas le temps dans l'immédiat et le bug n'était pas bloquant, mais il fallait que je pense à envoyer rapidement un mail à l'équipe de support pour les avertir de ce dysfonctionnement dont ils avaient peut-être déjà connaissance par ailleurs. Si j'étais chanceux, je trouverais même une solution en consultant la foire aux questions sur leur site web. J'ai tout de même repris mes manipulations, en me disant que peut-être les traitements de la vidéo à l'export élimineraient les images parasites indésirables, et que, dans le pire des cas, je pourrais toujours rectifier ces anomalies en utilisant en dernier lieu mon ancien logiciel. En tout cas, j'espérais que mon rendu final ne serait pas trop détérioré, parce que je souhaitais vraiment offrir ces vidéos souvenirs à mes amis qui méritaient un montage de qualité. Même si je redoutais que ces heures de travail soient définitivement gâchées, et malgré mon gros sentiment de déception, j'ai poursuivi mon labeur, et quand j'ai été satisfait, j'ai démarré l'export, en transpirant un peu, je l'avoue. Pour un fichier d'une durée totale de 45 minutes, le logiciel évaluait la durée de traitement à 10 minutes, et le processus semblait se dérouler normalement, la barre d'avancement de la tâche se remplissant au fur et à mesure, et le pourcentage affiché augmentant de manière régulière. Alors que le traitement atteignait presque 50%, mon téléphone s'est mis à vibrer. Mon amie Célia était au bout du fil, en pleine crise de panique. Elle était au volant et devait conduire aussi vite qu'elle parlait, car j'arrivais à entendre le moteur qui tournait à plein régime et les pneus crisser dans les virages. Je ne savais pas ce qui lui arrivait, mais elle n'était pas elle-même, car ce qu'elle disait n'avait pas de sens. Une chose la poursuivait pour la tuer, une chose qui avait fait irruption dans son appartement. Selon elle, c'était un démon qui voulait lui arracher son âme pour la dévorer. Célia me criait que ses murmures effrayants se rapprochaient et qu'il fallait que je l'aide. Elle délirait complètement. Vu son état et la dangerosité de la situation, j'ai essayé de la calmer et je lui ai demandé de se garer dès qu'elle le pourrait. Ses hurlements de terreur ont repris de plus belle, et tout à coup, j'ai entendu le moteur vrombir plus fort. Moi aussi, j'étais terrorisé. Franchement, qu'est-ce que je pouvais bien faire depuis chez moi ? Je ne savais même pas où elle se trouvait. J'étais totalement impuissant. Je vivais un cauchemar éveillé et je ne pouvais plus parler ni bouger. Tandis que ses halètements et ses suppliques désespérées résonnaient dans le haut-parleur, il y a eu un grand choc, suivi d'un bruit de tôle froissée et de verre brisé. Dans le même temps, Célia a poussé un dernier cri qui s'est étranglé dans un horrible gargouillis. Il y a eu un long soupir, puis le silence. J'étais témoin en direct d'un drame terrible et je ne parvenais pas à réagir. J'avais l'impression de ne plus exister. Avec un effort surhumain, j'ai toutefois réussi à dénouer ma gorge et j'ai prononcé le nom de Célia dans le combiné autant que j'ai pu, une 20aine de fois sans doute. Mais je n'ai eu aucune réponse. Je ne sais pas si elle avait connecté son téléphone sur son autoradio ou s'il était tombé quelque part à l'intérieur de l'habitacle. En tout cas, l'appel n'avait pas été coupé. Alors j'ai crié, encore et encore, mais il n'y avait plus rien que le silence. Mon cœur battait à tout rompre et je ne savais plus quoi faire, j'étais complètement désorienté. Comme si mon esprit avait tout à coup trouvé le commutateur pour se reconnecter à la réalité, j'ai alors activé le haut-parleur de mon mobile et j'ai filé d'un bond au salon pour attraper mon téléphone fixe, avec lequel j'ai appelé les secours. À bout de souffle, je leur ai expliqué que mon ami avait eu un accident de la route, mais que j'ignorais où se trouvait son véhicule. Je leur ai donné son signalement, ainsi que son numéro de téléphone afin qu'ils puissent tenter de la géolocaliser. Ils m'ont répondu qu'ils allaient contacter son opérateur et que la procédure prendrait 10 à 20 minutes, mais qu'ils faisaient au plus vite. Dès que j'ai raccroché mon fixe, j'ai essayé de faire réagir Célia. J'ai crié encore son nom plusieurs fois et je lui ai parlé pour tenter de rétablir le lien et la rassurer. Mais je n'obtenais en réponse qu'un silence obstiné. Je craignais le pire.
J'ai alors entendu un son étrange qui m'a fait penser à des parasites sur un vieux téléviseur. Un bruit de friture en quelque sorte. Puis, j'ai distinctement entendu des murmures. C'était comme si plusieurs voix s'étaient mises à chuchoter en même temps. Ce n'était pas Célia, je pourrais le jurer. Je ne comprenais pas ces paroles étranges qui pour moi n'avaient aucun sens, mais je les entendais clairement, comme si je me trouvais dans la voiture. Et puis, il y a eu ce bruit de succion liquide, comme lorsqu'on aspire dans une paille les dernières gouttes d'un cocktail rafraîchissant. La chair de poule a levé les poils de tout mon corps. J'étais tétanisé. Le phénomène a duré une dizaine de secondes tout au plus, puis le silence est revenu, pesant. Je continuais à tendre l'oreille, au cas où, mais tout demeurait silencieux, tel un tombeau. Soudain, j'ai sursauté. Le signal sonore de Gorgon Studio qui indiquait la fin du traitement de la vidéo venait de retentir. Aucun message d'erreur, tout semblait ok. J'étais toujours en ligne avec le mobile de Célia, et tout en continuant à l'interpeller, j'ai ouvert le dossier de destination dans lequel le fichier était stocké. Avec un mauvais pressentiment, j'ai cliqué sur la petite icône. À présent, la vidéo était entièrement corrompue par les images parasites. Elle était atroce, insupportable à regarder. Sur l'ensemble du film, mes amis semblaient défigurés et couverts de sang. Leurs orbites sombres donnaient l'impression qu'on les avait énucléés. Célia, Clémence, Aurélie et Romuald. C'était comme si j'avais filmé des spectres ensanglantés, déambulant de façon inquiétante dans la nature, organisant des parties de pêche ou rigolant à l'apéro avant un bon barbecue. Quant à la bande sonore, elle avait été totalement effacée et remplacée par les murmures qui avaient résonné quelques instants plus tôt dans la voiture de Célia. Agrippé à mon téléphone, j'ai continué à appeler mon amie, mais elle ne répondait toujours pas. J'essayais de me convaincre que tout rentrerait dans l'ordre, qu'elle s'en sortirait, mais en réalité j'avais perdu tout espoir, et j'en avais terriblement honte. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais dans mon combiné, j'ai enfin entendu la sirène des pompiers qui approchaient. Ils avaient trouvé Célia. Quelques secondes après, ils l'interpellaient et tentaient d'attirer son attention, de la faire réagir. Elle était coincée dans son piège de métal. Rapidement, des coups ont retenti contre la carrosserie, puis les cisailles ont entrepris leur besogne de désincarcération. Mais je n'ai pas eu le courage de continuer à écouter ce qui se passait. Les exclamations de dépit d'un secouriste et les jurons effarés d'un autre m'ont contraint à couper la communication. Je ne pouvais en entendre davantage. Célia était morte et je n'avais rien pu faire pour lui venir en aide. J'étais effondré et je me sentais coupable de ne pas avoir assez espéré. À peine 10 minutes plus tard, ce sont les gendarmes qui m'ont rappelé sur mon téléphone fixe pour m'informer de son décès. Ils m'ont demandé les coordonnées de ses parents afin qu'ils puissent aller les visiter pour leur annoncer l'insupportable nouvelle. J'étais sans dessus-dessous. Je me sentais nauséeux. J'ai aussitôt téléphoné aux autres, mais aucun d'eux n'a décroché, et je suis tombé à chaque fois sur leur messagerie. Clémence, Aurélie et Romuald. Je les ai relancés plusieurs fois, sans succès. Une angoisse sans nom m'a noué l'estomac, et mon cœur s'est serré, car je savais au fond de moi que Célia avait dit vrai, et que ce n'était pas le délire, comme je l'avais cru, qui l'avait poussé ainsi à prendre la fuite au volant de sa voiture. Vu ce qui lui était arrivé, le silence radio de mes amis me laissait craindre le pire. J'ai passé une partie de la soirée à essayer de les joindre, et j'y appelé leurs familles qui m'ont confié ne pas parvenir non plus à les contacter. Au bout d'une heure et demie, tout le monde se faisait vraiment un sang d'encre. On s'est donc déplacé afin de se rendre compte de la situation. De mon côté, je me suis mis en route pour aller chez Romuald. Je venais de parcourir 2 kilomètres quand Jules, le frère de Clémence, m'a téléphoné pour m'annoncer complètement effondré l'accident mortel de sa sœur. Une mauvaise chute dans les escaliers. Il haletait, sa voix tremblait et je l'entendais comme s'il me parlait depuis les confins de l'univers. Puis les parents d'Aurélie ont appelé juste après pour me dire que leur fille s'était noyée dans sa piscine, emprisonnée dans la bâche de protection. Au bout du fil, ils étaient devenus hystériques et hurlaient à m'en percer les tympans. Malgré tous mes efforts pour tenter de donner un éclairage rationnel à cette succession d'abominables événements, je ne pouvais lutter contre cette peur primitive que je sentais grandir en moi. J'avais l'impression d'avancer dans le brouillard et j'étais oppressé par le même pressentiment désagréable que j'avais éprouvé en cliquant sur ma vidéo corrompue. J'étais bouleversé et intérieurement, je savais que Romuald, lui aussi, était mort. Arrivé devant sa maison, j'ai pilé en faisant crisser les pneus et je me suis éjecté de la voiture. Dans un état second, j'ai sauté par-dessus le portillon pour pénétrer dans le jardin. Je
je n'oublierai jamais la scène que j'ai découverte. Sur la rampe d'accès, légèrement pentue qui menait au garage, la voiture de Romuald était stationnée un peu de travers. Provenant de dessous le véhicule, une flaque rouge s'écoulait et je pouvais voir dépasser du bas de caisse les jambes ensanglantées de mon ami. Je me suis précipité pour tenter de le secourir, je me suis accroupi pour tenter de le dégager, mais il était trop tard. Son torse avait été écrasé, réduit en une bouillie écarlate dans laquelle je venais de plonger à pleine main, et il faisait à présent office de cale, empêchant le véhicule de dévaler la pente jusqu'au muret de clôture. Son visage était méconnaissable, recouvert d'une substance gluante rouge. Je me suis affalé à même le sol, impuissant, près de son corps sans vie, et j'ai pleuré en me demandant pourquoi cette horreur nous arrivait. Pourquoi ? Qu'avions-nous fait de mal pour mériter de telles atrocités ? Je ne trouvais aucune réponse satisfaisante. La vérité était pourtant aussi simple que cruelle. Nous n'étions que les proies, les victimes d'une puissance occulte destructrice. Les gyrophares des pompiers m'ont tiré de la confusion dans laquelle je croupissais. Le frère de Clémence, inquiet de ne pas recevoir de mes nouvelles, avait eu la présence d'esprit de les envoyer en urgence à l'adresse de Romuald. Clémence s'était brisé la nuque, Aurélie avait succombé à la noyade. Quant à Romuald, il avait été écrasé par sa propre voiture. Ils avaient tous connu des morts violentes et terrifiantes, comme Célia qui avait eu la cage thoracique défoncée et les vertèbres disloquées en percutant le mur d'une maison en ruine après avoir perdu le contrôle de son véhicule. Fait étrange et inexplicable, les visages de leurs cadavres étaient recouverts par cette substance rouge gélatineuse dont j'avais constaté la présence sur Romuald. Elle semblait avoir transpiré de leur corps. Le laboratoire d'analyse a confirmé qu'il s'agissait bien de leur propre sang, qui, pour une raison indéterminée, avait migré à travers les pores de la peau comme s'il avait été aspiré depuis l'extérieur, avec une puissance telle que sa consistance en avait été modifiée pour s'apparenter à une sorte d'émulsion d'hémoglobine, une gelée informe, une mayonnaise macabre. Évidemment, tout le monde s'est interrogé sur la soudaineté, la simultanéité et l'étrangeté de ces décès terribles, mais aucun lien n'a pu être établi entre eux, ni aucune thèse vérifiée autre que celle de la malchance et de la coïncidence malheureuse d'accidents mortels insolites. J'ai tout de même été longuement interrogé par les enquêteurs, que l'affaire ne pouvait qu'intriguer, mais ils n'ont relevé aucun élément notable dans mes déclarations ou celles des membres des familles de mes amis. Piste criminelle écartée, aucun soupçon de suicide collectif. Vous vous doutez que je ne leur ai touché mot de ma mésaventure avec Gorgon Studio et que je n'ai pas mentionné non plus les murmures et les bruits de succion entendus dans la voiture de Célia. Je n'ai rien dit, car cela n'aurait rien changé à la tournure de la procédure policière. Que peuvent bien faire la police et les magistrats pour interpeller un démon sanguinaire et lui imposer une sanction de justice ? Et si j'avais parlé, j'aurais eu très certainement maille à partir avec l'institution hospitalière psychiatrique. Et aujourd'hui, j'en serais réduit à raconter mon histoire au mur capitonné d'une cellule d'isolement ou à scruter durant des heures un plafond blanc après avoir oublié jusqu'à mon identité, ma mémoire définitivement ravagée par les effets des médicaments. J'ai procédé à de nombreuses recherches sur Internet et j'ai trouvé de multiples références à des légendes urbaines prétendant que des démons hantent parfois le code informatique de certaines applications. Évidemment, ce genre d'affirmation prête à sourire. Néanmoins, je n'ai rien trouvé de plus solide et je ne dispose pas de meilleure explication. Je sais qu'il faut se méfier de toutes ces informations curieuses ou aberrantes qu'on peut trouver sur la toile, relayées par des illuminés, des excentriques ou des mouvances conspirationnistes. Mais je suis mal placé désormais pour les dénigrer ou les remettre en cause spontanément. Sur les quelques sites et les forums que j'ai consultés, des logiciels de simulation de réalité virtuelle ou de création d'effets spéciaux étaient concernés, mais aucune mention de Gorgon Studio. Avais-je donc été le seul utilisateur à réveiller l'appétit meurtrier du démon ? Il faut croire que non, car pour une obscure raison, la société qui l'éditait a soudain fait faillite quelques mois plus tard, et les fonctionnalités de l'application ont été neutralisées par un patch de mise à jour. Quelques rares clients ont même eu le privilège d'être remboursés, il me semble. Il n'y a eu aucune communication officielle, aucun repreneur. C'était la fin brutale et inattendue de Gorgon Studio, pourtant promis à un brillant succès. J'imagine cependant qu'il doit bien encore circuler ici et là des versions pirates qui ont échappé à la désactivation. L'avenir nous le dira,
Mais croyez-moi, j'espère sincèrement ne plus entendre parler de ce logiciel maudit. Je me suis longtemps senti responsable du sort funeste de mes amis, et il m'a fallu des années de thérapie pour me reconstruire et accepter d'être le seul survivant de notre groupe. J'ai beaucoup travaillé pour comprendre que ce n'est pas moi qui les ai tués, mais cette chose infernale, cette chose incroyable jaillit du code d'un logiciel de montage vidéo. Dès le lendemain de leur mort, j'ai désinstallé Gorgon Studio, et depuis cette terrible histoire, je vous avoue que j'ai complètement abandonné la photo et la vidéo. J'ai même revendu l'ensemble de mon matériel sur un site d'enchères en ligne. À présent, je me contente d'admirer le travail des autres, car à chaque fois que je regarde une de mes créations, j'ai l'impression de voir en surimpression une image distordue et parasitée couleur de sang, sur laquelle danse en riant un spectre terrifiant. Et ce spectre porte toujours en guise de masque le visage d'un de mes chers amis.